Voilà, donc la séance est en cours d'enregistrement, parce qu'on diffusera, si vous le souhaitez, la séance de 2 heures de ce jour. Patrick, tu dois avoir en bas à gauche, Patrick, tu dois avoir en bas à gauche un truc où il y a ton nom et où il y a le micro. Et tu cliques dessus. Donc, en attendant, je souhaite le bonsoir à tout le monde. Normalement, tout le monde peut nous entendre et je vais solliciter toutes les personnes à utiliser son micro avec parcimonie pour qu'on puisse… Oh là 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 là. Voilà. Je vais solliciter tout le monde parce que sinon je serai obligé, moi, depuis là où je suis, d'être plus directif. C'est bon, Patrick, là, c'est bon. On a juste notre collègue Patrick Vallas qui a un petit problème avec son micro. Il doit être bon, là. Donc bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous nous écoutez, vous nous rejoignez, puisqu'on est sur plusieurs continents en même temps. Nous sommes plus d'une quarantaine qui commençons à participer à cette séance. Donc déjà, je voulais signaler à chacun et à chacune que la séance va être enregistrée et on verra si on décide de la diffuser après sur la chaîne YouTube de la Fondation de la psychanalyse, qui est un groupe qui existe sur Facebook, un groupe informel qui ne s'associe pas à une nouvelle école, mais qui est un groupe de discussion ouvert sur la question de la psychanalyse et de la psychanalyse lacanienne. Donc cette fondation, elle existe aussi à travers un site internet, une chaîne YouTube et également des rendez-vous qui se sont mis en place depuis l'année dernière à travers Zoom. Et dans ces rendez-vous, l'un a concerné le pari d'imaginer de faire parler 4 psychanalystes de 4 écoles et 4 générations de 4 continents, qu'on a intitulé Sikut Palea, voilà, qui en dit long pour le signifiant Sikut Palea dans l'enseignement de Lacan. Il y a eu un rendez-vous aussi au mois de décembre d'une seule séance sur la question de la pandémie et du virus. Et on a décidé, avec quelques collègues, dont Jean Charmoy et Patrick Vallas, d'organiser 2 autres rendez-vous qu'on a intitulés Imago. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui, Imago, c'est une séance ouverte sur le champ artistique et la question de la psychanalyse qui nous occupe, analysant ou analyste. La Fondation de la psychanalyse et ses rencontres, souvent, on aime bien ouvrir le dispositif analytique, effectivement, quels que soient les côtés de là où on se situe. Donc pour ça, j'ai sollicité 4 psychanalystes. On va les présenter comme psychanalystes pour l'instant, en même temps que je fais rentrer d'autres personnes. On sera certainement une cinquantaine. Mais ce sont des psychanalystes qui, bien évidemment, s'intéressent à la question de l'art, voilà, avec chacun leur particularité. Je vais juste rappeler, puisque les gens rentrent au fur et à mesure, qu'il est souhaitable que tout le monde puisse fermer et ouvrir son micro. Comme ça, on va pouvoir privilégier les intervenants. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas l'aspect technique, on fera un bref rappel, mais normalement, on-off, marche-arrêt suffit tout simplement pour qu'on puisse effectivement écouter déjà nos 4 invités, nos 4 analystes qui ont accepté d'en dire quelque chose du champ lacanien et de la question artistique. Voilà. Donc là, je vais juste demander à ce que chacun soit vigilant sur son micro, sinon ça sera moi qui serai obligé de le couper de là où je suis. Voilà. Donc, alors, par contre, si vous avez un problème sur la manipulation, vous pouvez le dire maintenant. On a la possibilité aussi de converser par la boîte de dialogue par écrit. Ça, vous voyez en bas, vous avez un petit bouton où il y a écrit converser, où il y a déjà des personnes qui échangent avec nous. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité de continuer à discuter tout en écoutant nos collègues. Donc 2 heures d'intervention pour une première rencontre Imago, c'est à la fois court et à la fois c'est bien de fixer non pas des calendriers ni des horloges, mais de fixer une limite pour quelque chose qui est hors limite. La première limite, c'est un dispositif de 4 analyses qui ont à leur disposition chacun une demi-heure pour pouvoir dire quelque chose et déplier un propos sur lequel moi je ne suis pas du tout intervenu en termes de direction. L'idée, c'est de rentrer en dialogue et que la parole circule. Ça, c'est évident pour des psychanalystes tels que nous le sommes. Et donc, déjà, je voudrais remercier les 4 personnes qui ont accepté de parler ce soir sur cette question-là.
qui sont dans un ordre pas du tout alphabétique et pas du tout dans l'ordre de prise de parole, mais l'ordre dans lequel elles ont été présentées dans l'événement Facebook, qui sont Coralie Van Kerkhoven depuis Bruxelles, Manuel Hernandez depuis Mexico, Jean Charmoy depuis Montbéliard et Camille Laure-Villette depuis Paris. Je rajouterai rapidement, en présentant chacun des intervenants, aussi leur pratique artistique pour ceux qui en ont une. Et par contre, dans l'ordre de présentation de ce soir, il nous a semblé intéressant, effectivement, de commencer par l'intervention de Camille Laure-Villette. Je vous ai aperçu, Camille, puisque nous sommes déjà une cinquantaine. Est-ce que vous pouvez... Je suis là, je suis là. Merci beaucoup, Camille Laure-Villette. Bon, je vais dire que plusieurs fois, j'avais sollicité une intervention de votre part. On a des collègues en commun avec lesquels vous avez travaillé. Moi, je suis enchanté que vous veniez de sortir un ouvrage qui parle de Kandinsky. Kandinsky, effectivement, grand peintre. Non, pas du tout. Très bien. Alors, c'est l'abstraction, mais ce n'est pas Kandinsky. Non, c'est une manière de rentrer directement dans le vif du sujet. Il nous a paru intéressant de vous donner la parole en premier parce qu'effectivement, vous allez nous parler de l'abstraction. Nous parler de l'abstraction qui est née simultanément, pour faire très rapidement, avec la psychanalyse. Donc, ces 2 heures de séance vont se déplier de la manière suivante. Chacun des intervenants qui ont à leur disposition une demi-heure peuvent l'utiliser 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir solliciter effectivement des questions-réponses après chacune des interventions. Mais aussi, on aura le temps, à travers la 4e dernière intervention, celle de Jean Charmoy, de déplier les débats. C'est-à-dire qu'après vous, Camille, après l'abstraction, Manuel, depuis Mexico, nous parlera, je dirais, de la continuité de l'abstraction. Bien évidemment, tout ça, c'est sensible et demanderait beaucoup de débats. Mais d'un point de vue, je dirais, de temps logique ou temps historique, effectivement, de l'abstraction au premier 20e siècle jusqu'à l'art contemporain, l'art moderne qui suit après, Manuel va nous en parler en tant qu'effectivement aussi directeur d'une revue qui s'appelle Littoral, bien évidemment une revue de psychanalyse, et dont le prochain numéro sera sur Mazzotta qui a introduit Lacan en tant que, pas Lacan en tant que performeur, mais Mazzotta en tant que performeur. Lacan est devenu psychanalyste. Donc il y a une continuité, mais ce soir, lui, il nous parlera des artistes, puisqu'il prépare un ouvrage, des artistes après l'abstraction. Ça paraît peut-être un peu court de manière synthétique, mais ça permet de cerner le déroulé de ce soir. Là, ce soir, pour moi, je me fais fort juste d'être un accompagnateur technique, voilà, pour que ça soit bien compréhensible pour également les personnes qui nous suivent, qui nous écouteront a posteriori et qui pourront poser des questions. Et donc, la 3e personne qui interviendra, Coralie, qui est également photographe, voilà, donc vivante, bien évidemment, puisqu'elle nous parlera depuis Bruxelles, psychanalyste. Et donc, c'est depuis son travail photographique, avec toute la liberté qu'elle en aura, qu'elle pourra effectivement en déplier, elle aussi, quelque chose de ce rapport de la psychanalyse avec le champ de la création artistique. Tout ça, bien évidemment, bien trop restrictif en 2 heures de temps, mais on n'a pas prétention à tout résolver, mais à poser des questions et surtout à produire un échange de parole avec une cinquantaine de personnes. Et dans, non pas la conclusion, mais la poursuite, Jean Charmoy, qui est également ténor dramatique, donc a une pratique artistique, en dira quelque chose à la fois de sa pratique d'analyste, de sa pratique en tant que ténor dramatique, et certainement, dans la continuité de ce que vous avez dit, il y aura des choses qui ressortiront concernant la psychanalyse. Je crois que d'un point de vue technique, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, d'un point de vue organisationnel, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, donc je vais juste demander qu'on soit... Sinon, je serai obligé moi-même d'éteindre les micros et de ne laisser le seul micro ouvert qu'à Camille Laure-Villette qui intervient et qui va intervenir maintenant. Camille, vous faites une proposition à travers des illustrations. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre la main sur le partage d'écran? Alors oui, je pense que oui. Je fais un essai tout de suite. Okay. Ah non, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, je vais vous donner le... Normalement, vous êtes co-animatrice, donc vous devriez pouvoir partager. C'est bon, voilà, très bien. Donc, je pense, voilà. Alors,
est-ce que là, vous avez normalement… Là, on voit votre PowerPoint qui n'est pas en plein écran. On voit également voilà. le chemin de fer. Donc là, je vais le mettre en plein écran. En plein écran. Voilà. Donc là, normalement, vous l'avez en plein écran. Parfait. Bon. Et que tout le monde voit comme moi. Voilà, il passe. OK, impeccable. Bon. Donc, je pense qu'on peut, on peut y aller. Alors, je peux vous inviter, parce que ça a été très restrictif, ma présentation, si vous le souhaitez, même d'évoquer, vous avez aussi une association qui organise des choses à Paris. Je vous laisse vraiment prendre la parole comme vous le souhaitez, au-delà du fait que vous êtes psychanalyste, au-delà que nous sommes tous enchantés de vous écouter, pour mieux introduire, si vous le souhaitez, cette présentation qui de ma part était trop restrictive. Et je coupe mon micro, comme j'invite tout le monde à le faire pour vous écouter, et les questions viendront après. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, pour que vous ayez une idée de qui s'adresse à vous, je suis psychanalyste, pas complètement lacanienne, quoique j'ai été formée en partie à Paris 8, mais en partie à l'école d'anthropologie pragmatique, avec pour superviseuse Linda Gandolfi. Et je pense que c'est important de le dire, car vous verrez sans doute des petits décalages par rapport à peut-être un courant de pensée auquel vous êtes habitués. En 2018, j'ai créé l'association Cora Imagination, qui développe une idée de l'art et de la connaissance fondée sur l'expérience corporelle et la conscience. Alors, je vais essayer de vous présenter, puisque c'est la raison pour laquelle, Franck, vous m'avez invité, ce livre donc, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. À l'origine de ce livre, le procès qu'intenta Brancusi, le sculpteur roumain aux États-Unis. Vous devez tous plus ou moins connaître cette histoire, hein, qui est quand même aujourd'hui assez connue. En 1926, donc dans les grandes lignes, les œuvres de Brancusi sont arrêtées à la douane, taxées à hauteur de 40% de la valeur brute déclarée. Elles sont considérées comme des objets manufacturés. Et pourtant, c'est la 4e fois que Brancusi expose aux USA. Et donc, on peut se demander, et je trouve que c'est une question qu'un psychanalyste doit se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'elle pose problème maintenant? Qu'est-ce qui apparaît pour qu'elle pose problème maintenant? Donc, il y a un petit fait divers que je trouve intéressant. Avant, elles étaient protégées par un avocat et collectionneur, un certain John Quinn, qui est mort 2 ans plus tôt d'un cancer. Ah oui, d'accord. Non, bah alors, de 10h à 11h. De 10 à 11. Hein? Qui, j'entends une voix, voilà. Je vais être très vigilant, je m'excuse Camille. Non, ce n'est pas un problème, aucun souci, je vous remercie. Je vais couper tous les micros des personnes qui rentrent. Donc, je vais juste rappeler que soit tout le monde est assez vigilant parce qu'on est quand même une petite cinquantaine pour couper son micro, soit je le fais de mon côté discrètement, soit j'interviendrai de manière un peu plus ferme, sans être un douanier, puisque je vous redonne la parole sur des questions de taxes et d'œuvres d'art. Mais ce serait bien que tout le monde puisse être vigilant sur le son pour nos collègues et surtout pour les personnes qui nous font le plaisir de parler. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je reprends. Et donc, ce John Quinn, qui était avocat, meurt 2 ans plus tôt, en 1924, d'un cancer. Il est le rédacteur de la version de 1913 du Tariff Act, donc qui réglemente les accès douaniers aux États-Unis. Et il protégeait l'œuvre de Brancusi, et on peut dire de tous les modernes qui affluaient aux États-Unis. Et je trouve assez intéressant de remarquer que l'incidence, on va dire, produit par cet événement, qui est en apparence contingent, qui n'a rien à voir avec l'œuvre en elle-même, comment cet incident va bouleverser l'équilibre précaire qui permettait jusqu'alors aux œuvres de Brancusi de passer, et comment il va infléchir le cours de l'histoire. Certains pensent en effet qu'il y a eu un avant et un après procès Brancusi. Pourquoi pas? En tout cas, il se passe quelque chose à ce moment-là de très important. Alors, très rapidement, en 1927, Brancusi, avec l'aide de Marcel Duchamp, va intenter un procès contre les douanes américaines pour faire reconnaître son travail. Et en 1928, 1 an plus tard, il va remporter son procès. Et la thèse de mon livre, on va dire plus exactement le point de départ de ma réflexion, c'est il a en apparence gagné, en réalité, il a perdu. Pourquoi? Parce que le verdict de la Cour, qui est en apparence positif, va confisquer l'abstraction.
Il s'agit donc, à mon sens, d'une fausse reconnaissance. Et cette fausse reconnaissance est comme, on pourrait la voir comme l'un des premiers symptômes du XXe siècle. Alors, oui, je dis aussi, j'explicite aussi dans le livre comment cette fausse reconnaissance témoigne d'une chute dont l'Occident ne parvient pas à se relever. Enfin, disons qu'il y a encore peu de signes de relève franchement visibles. Alors, normalement, voilà, ça c'est les oiseaux de Brancusi. Je tenais à vous les montrer puisqu'on va reprocher à Brancusi de produire des objets manufacturés comme des objets sortis d'usine. Et il est certain qu'on est au début de l'ère industrielle. La production industrielle en série bat son plein. Et Brancusi veut montrer que tous ces oiseaux qui se succèdent les uns après les autres au fur et à mesure des années, c'est un travail de longue haleine, en fait, sont loin de pouvoir s'apparenter à des productions en série, que chaque oiseau est différent de l'autre et qu'il témoigne d'un processus d'abstraction continue. On le voit là de la Maillastra, qui est la première réflexion plastique de Brancusi sur les oiseaux, jusqu'à l'oiseau dans l'espace, qui va être la pièce à conviction du procès. Je reviens à cette histoire de fausse reconnaissance et de cette idée de départ qui est c'est le témoignage de la chute de l'Occident. Il y a un peintre contemporain qui m'a beaucoup inspirée lorsque j'ai commencé mes études de philosophie il y a 25 ans. C'est Pierre Dunoyer, dont vous avez là sur la gauche de l'écran une photographie de l'exposition qu'il a fait au Jeu de Paume en 1991. Pierre Dunoyer dit qu'un peintre abstrait, un peintre pas abstrait, un peintre, pardon, excusez-moi, je m'en mêle un peu dans mes notes. Pierre Dunoyer, pardon, dit de l'homme qu'il est cet être qui chute mais ne tombe pas. Et cette réflexion m'a travaillé pendant des années, et je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai été ensuite vers Brancusi, puisqu'il s'agit de prendre son envol. Et je me suis dit, bon, la chute, disons qu'elle n'est plus à démontrer. Nos testaments en sont pleins de la chute. Que signifie en revanche le fait de ne pas tomber lorsque l'on ne cesse pas de chuter? L'homme est cet être qui, en même temps qu'il chute, se relève. Et je voyais vraiment cette relève dans les œuvres de Brancusi. Mais en quoi consiste-t-elle? L'homme ne tombe pas parce qu'il se relève sans cesse. Alors, je me suis accrochée au tableau, à l'idée du tableau, à ce que signifiait le tableau. Je me suis interrogée pendant plus d'une quinzaine d'années sur qu'est-ce qu'un tableau, qu'est-ce que la phénoménalité d'un tableau. Et j'ai réalisé, ça m'a pris du temps, et sans doute l'écriture de ce livre m'a permis d'aboutir à ce constat, qu'en fait, je m'accrochais à l'idée que je m'en faisais du tableau. Et j'avais peur de ne pas tenir sans le tableau. Il y avait en moi comme une sorte d'angoisse de la défiguration. Et dans cette écriture, j'ai voulu tuer cette idée, régler quelque chose avec les croyances qui me limitaient, à savoir qu'on ne pouvait pas tenir sans le tableau, sans un tableau en face de soi. Et j'ai mis en parallèle cette réflexion entre le tableau, l'idée de tuer le tableau en face de soi, ça ne veut pas dire que je tue l'idée de l'art, loin de là, mais comme cette fixité du tableau et le meurtre de Dieu par l'homme occidental, tel qu'elle a été théorisée par Nietzsche à la fin du XIXe siècle. Et je me suis aperçue, toujours au fur et à mesure de ma réflexion, que cette idée avait été aussitôt remplacée, parce que ce n'est pas du tout évident pour l'être humain de faire sans idée, par celle de l'argent. Il est très difficile de vaincre l'idée, car cela va de pair avec, me semble-t-il, la prise de risque que suppose le « mais ne tombe pas ». On chute, mais on ne tombe pas. Il est difficile d'assumer la mort de Dieu aussitôt, ou la mort d'une idée, de quelque chose qui nous tient en dehors de nous, car aussitôt un gouffre s'ouvre, un abîme. Et je reviens sur les oiseaux dans l'espace de Brancusi. Celui qui est à droite, c'est l'oiseau qui appartient au photographe Edward Station et qui a été la pièce à conviction du procès.
Alors, fort de ces premiers constats, de ces premières avancées, je me suis dit, mais alors, mais comment l'homme se relève-t-il? Qu'est-ce qui fait la verticalité en dehors des simples questions d'équilibre? Comment un sculpteur comme Brancusi va trouver un équilibre, ce parfait équilibre pour que la sculpture tienne et donne surtout l'impression de l'envol, l'impression d'un mouvement? Comment l'homme se relève-t-il? Qu'est-ce que tenir debout? Qu'est-ce que marcher? Qu'est-ce que danser? Et pourquoi pas, qu'est-ce que voler? C'est Pina Bausch qui dit « Je veux que les filles volent ». Et je trouve ça magnifique. Elle dit pourquoi, alors on lui pose la question, mais pourquoi est-ce que les filles, vous pensez que les filles volent? Parce qu'elles ont des gestes qui touchent l'infini. Elles vont beaucoup plus loin, pensait-elle en tant que chorégraphe, que les hommes. Elles arrivaient à rejoindre par leurs gestes l'infini. Donc qu'est-ce qui fait qu'un penseur, un artiste, un sculpteur peut toucher l'infini? Alors, autre point en toile de fond de ce livre, c'est une problématique médicale. Je vous montre un peu comment je tisse à travers cet ouvrage différentes strates ensemble. Cette problématique médicale me touche particulièrement puisque c'est celle de la sclérose en plaques. Et j'ai pu être témoin de cette pathologie. Pourquoi certains êtres ne peuvent-ils cesser de chuter? Pourquoi ne peuvent-ils plus, à un moment donné, se relever? À force d'observer cette pathologie faire son chemin dans le corps d'un être proche et ayant vu comment elle pouvait entraîner quelqu'un à perdre jusqu'à la parole au fil des années, je me suis demandé ce qu'il manquait à ces personnes pour engendrer cette pathologie. Était-ce la parole, ce qu'on appelle le logos? Quand je dis parole, j'entends vraiment voilà, je vais bien au-delà de la communication, du langage. Donc, je le rapproche vraiment de la question du logos, qui va bien au-delà de la question de la raison, de la rationalité, bien sûr. J'ai souvent pensé que la CEP était comme une psychose dans le corps, qui manquait à celui qui l'a contracté un étayage symbolique, le je, pas le moi, je distingue bien le je du moi, et l'autre, pas l'alter ego, mais la différence dans laquelle le je s'enracine ou par laquelle le je advient à l'expression. Le jugement final du procès Brancusi dont je viens de vous parler, en étiquetant l'oiseau dans l'espace du label école abstraite dite moderne, confisque à mes yeux l'abstraction. Ce que l'abstraction, cet élan qui permet la sensation de l'envol, qui permet la marche, qui permet la parole, l'abstraction est ôtée tant à l'artiste qu'au spectateur, est enclenchée, à mon sens, à l'issue de ce verdict, ou plutôt, je ne pense pas que le verdict soit la cause, on va dire que le verdict est révélateur d'un mouvement qui va devenir prépondérant tout au long du XXe siècle, un processus de sclérose, c'est-à-dire de pétrification, d'immobilisation, dont nous voyons aujourd'hui, me semble-t-il, les effets dans la manière dont, à travers le monde, par exemple, est gérée la crise liée à la Covid-19. Le jugement de la Cour des douanes américaine coupe, à mon sens, le fil, le lien, le logos entre le je et l'autre. Alors là, je me suis permise un petit schéma dont je ne suis pas tout à fait sûre qu'il soit complètement lacanien, mais il en est quand même très inspiré pour préciser ce que j'entends par je et l'autre. Pour moi, le je et l'autre sont un même point qui va se dissocier pour donner l'espace-temps du désir. Et c'est réalisant que dans une œuvre d'art, ce qui faisait la qualité d'une œuvre d'art n'était ni peint, ni sculpté. Ce qui faisait la qualité d'un livre, ce n'est pas tant ce qui est écrit, je ne dis pas qu'il faut dire des âneries, mais que la manière dont c'est écrit, et que cette différenciation entre je et l'autre, l'intensité du désir du je pour rejoindre l'autre, qui est désir de ce je, c'est ça qui allait nourrir, entretenir la qualité d'une œuvre. On va dire que c'est sa substance, entre guillemets, vivante. Ce qui fait une œuvre d'art, un livre, un tableau, une sculpture, n'est pas écrit. Ça s'écrit, ça se peint, ça se sculpte au moment même où ça se lit. Car lire, c'est toujours réécrire. Ça se regarde, qui est toujours une réinvention du geste de peindre, de sculpter. On interprète en soi ce qui se donne pour soi, on se fait sa représentation. Et ça, c'est vraiment
très important. Je pense qu'il n'y a pas d'objectivité absolue. L'objectivité est toujours teintée de subjectivité. Nous sommes toujours soumis à cet irréductible écart entre le sujet et l'objet, et donc à nos projections. Le travail de la conscience, c'est justement de traverser ces projections, et le geste d'abstraction insiste, sans pouvoir le faire comme le propose notre entendement, c'est-à-dire simplement par l'objet, par la production d'objets, que ces objets soient virtuels ou concrets. Le geste d'abstraction, à mon sens, défait l'objet aussitôt qu'il le pose. Il en divulgue en même temps que la promesse, la vanité. Et donc, dès qu'un jugement va dire, ben voilà, ça, c'est de l'abstraction, ça, c'est valable, sans qu'un spectateur authentique puisse en faire l'expérience, il y a étiquetage, il y a possibilité ensuite de mettre un prix, voir que ce prix serve un marché, on sort, on coupe, on annihile cette relation entre sujet-objet, qui en fait est une relation entre sujet et sujet. Et c'est à mon sens ce qu'il faut entendre dans le ready-made du Champien. Là, tout le monde le connaît. Pour moi, donc on a la Fontaine de Marcel Duchamp. Pour moi, il s'agit vraiment là d'un objet d'effet, désobjectivé, un urinoir qui n'est plus un urinoir parce qu'il devient une adresse, un signe, parce qu'il témoigne d'un sujet pour un autre sujet, d'un jeu pour un autre. Voilà, je et l'autre, j'insiste, sont des positions interchangeables. On est à la fois je et l'autre, je est un autre, disait le poète. Le geste d'abstraction se propose de produire donc l'objet qui est tout à la fois témoigne de la séparation du sujet et de l'objet et en même temps les relie, de produire du logos, c'est-à-dire en fait de manifester ce qui produit du logos, à savoir du sujet, du jeu. J'entends vraiment, et là je suis très proche du sujet de l'inconscient lacanien, au sens où c'est absolument pas le moi conscient qui produit quoi que ce soit, c'est le jeu en acte, se risquant au monde, se risquant à l'autre, qui peut produire une tension désirante de laquelle germe quelque chose. Dans l'objet d'art palpite la possibilité d'un sujet, d'un cœur pensant et dansant, et pourquoi pas volant. L'objet d'art, en tant qu'abstraction, est une pure reliance. Je dirais que c'est un agent de liaison ou de vérité. Là, il faut vraiment entendre vérité dans son sens grec, aletheia, de découvrement, au sens de traverser des imaginaires, des projections imaginaires. Cette question de la transmission est également au cœur de mon travail de réflexion avec les aventuriers de l'abstraction, donc qui sont ces peintres au tournant du 19e, 20e siècle, qui vont mettre en avant le geste d'abstraction comme ce qu'il faut manifester désormais à travers l'art. Et bien sûr, j'aborde cette question de la transmission depuis sa chute, son déclin, son appauvrissement tout au long du XXe siècle. Et je me pose cette question, mais quel est le tour que nous avons manqué au tournant des 19e et 20e siècles? Je dirais que l'humanité, à l'heure où elle devait se renverser, et d'où la concomitance entre l'abstraction et l'invention de la psychanalyse, mais aussi en philosophie de la phénoménologie, il y a vraiment là la tentative d'une proposition véritable de tournant, d'éveil au sujet de l'inconscient, à l'origine des phénomènes, etc. Au moment donc où l'humanité devait se renverser pour poursuivre sa croissance, eh bien, elle a préféré continuer à prendre, si je puis dire, des vessies pour des lanternes et à se bercer d'illusions, donc à rester dans l'enfermement dans lequel elle était, comme en témoigne le mythe de Prométhée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le mythe de Prométhée aujourd'hui. C'est le titan dont l'aigle de Zeus dévore le foie parce qu'il a voulu sauver l'humanité contre Zeus. Et bien sûr, nous sommes pris dans ce délire aveugle de projection en avance sans cesse. Le geste d'abstraction, qui n'est donc en même temps que la psychanalyse et que la phénoménologie et que la relativité, apparaît également alors que s'intensifie le processus industriel. Je vous disais que Brancusi avait intenté un procès contre les États-Unis parce que ses œuvres étaient mises en parallèle et identifiées avec les productions industrielles. Or, c'est tout à fait l'opposé. Mais je dirais que le geste d'abstraction est comme l'envers de la médaille de la production industrielle. Et c'est vraiment ce geste-là que nous devons comprendre pour défaire ce que le philosophe Heidegger a appelé cet raisonnement
par la technique. Il me semble évident, bien évidemment, c'est mon point de vue, que nous sommes en plein dans cet arraisonnement qui vise de façon complètement inconsciente à une pétrification de l'homme par l'homme. Alors, voici une photographie de la Statue de la Liberté que je place à côté de 2 citations de Brancusi. J'aimerais dresser ma colonne dans Central Park. Je l'imagine plus haute que tous les bâtiments environnants, 3 fois plus grande que votre obélisque de Washington, sur un socle puissant d'environ 60 mètres ou plus. Je la construirais en métal. Dans chaque élément, on devrait prévoir des appartements habitables et au sommet, j'élèverais un grand oiseau d'or sur le point de s'envoler. Et cette autre phrase, les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile à faire, c'est de nous mettre en état de les faire, c'est-à-dire de rejoindre ce lieu en soi où la circulation entre, je dirais, son jeu, ce point au centre de soi-même qui nous permet de dire je, et l'autre devient possible, devenir des agents de transmission du désir. Que se serait-il passé? Ça, c'est vraiment une question pour laquelle, évidemment, je n'ai pas de réponse et personne ne peut en avoir. C'est voilà, une sorte d'utopie que d'y penser. Que se serait-il passé? Que se passerait-il si on laissait œuvrer les poètes et non plus les techniciens? Si nous œuvrions tous en étant dans cet état dont parle Brancusi et qui laisse passage au désir et non plus à la rationalité comptable. Alors, tout à fait, à mon sens, voilà, à l'opposé des réseaux sociaux où la parole, à mon sens, se perd, où il n'y a plus d'adresse, plus d'émetteurs, plus de jeux, plus d'autres, et donc plus de discours. Donc, il ne s'agit même plus de défaire un discours ou d'être en critique vis-à-vis d'un discours. Il n'y en a plus. On est dans une sorte de grande soupe où je dirais des chiffres, des lignes de 0 et de 1 s'interprénètent les unes les autres. Assurément, il y a là une forêt imaginaire. Il y a là une forêt imaginaire à traverser, comme autrefois le pèlerin médiéval traversait la forêt, soutenu par Providence, celle qui voit devant. L'œuvre d'art n'est pas en soi prophétique. La voir, commencer à la voir, consiste à rejoindre la position du poète et du prophète, du créateur et du révélateur de la parole qu'on peut dire divine, mais qui est surtout la parole de l'autre, donc la parole de cette instance vers laquelle on se projette. L'abstraction défait le temps en nous tirant vers ce qui est hors temps, ou plus exactement de tout temps. Ce livre, toutefois, n'est pas une méditation sur le temps, mais sur un siècle, le XXe siècle, dont j'essaie de comprendre la logique en m'extrayant de la succession des faits, du lien banal de cause à effet. Pouvons-nous penser autrement, c'est-à-dire penser psychanalytiquement, phénoménologiquement, ce qui nous arrive? C'est-à-dire non plus comme si la réalité nous tombait dessus, pouvons-nous commencer à réaliser que nous co-tissons la réalité? C'est ce mouvement de tissage, de détissage et de retissage que le verdict du procès Brancusi nuit en s'accaparant la valeur d'un objet une bonne fois pour toutes. Or, un objet d'art est sans cesse à réinventer, et donc sa valeur à travers le temps témoigne de notre désir à le réinventer sans cesse. Dès lors que quelqu'un nous dit ce qu'il faut en penser, nous tuons le processus créateur qu'il contient et qu'il a à transmettre. Ce mouvement de tissage, de détissage, de retissage que le verdict du procès Brancusi nie, me semble le symptôme de ce que Heidegger appelle l'oubli de l'être et l'arraisonnement du monde. Ce mouvement, l'abstraction, suppose de reconnaître absolument la dimension phénoménale et objectale de l'objet, ce qui ne veut pas dire superflu, au contraire, puisque c'est par elle que s'exprime la dimension qu'on peut dire nouménale, libre, divine, créatrice, je vous renvoie à Kant, du sujet en tant qu'il est je et autre. Et par elle, l'abstraction, que sont possibles des processus de conscience, au sens de remise en question sans cesse de soi.
Mais alors pourquoi? Pourquoi cette fausse reconnaissance? Pourquoi ce besoin d'étiqueter une œuvre d'art? Alors je dis fausse, vous l'avez compris, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'aletheia, il n'y a pas de processus de dévoilement, il y a un étiquetage, au contraire, on en rajoute une couche. Alors le livre va mettre en correspondance tout du long l'Europe d'un côté et les États-Unis. Il propose une raison, je le mets entre guillemets, à cette privation que nous nous infligeons. Mais ce n'est qu'une lecture. Je pense que voilà, c'est une manière de lire le XXe siècle, il y en aurait d'autres, et d'éclairer ce processus d'arraisonnement et de sclérose. L'ambition hégémonique américaine, qui ne se différencie pas en soi tellement de celle de la France du temps de François Ier, par exemple, qui enlève un Léonard de Vinci aux Italiens, va récupérer, pour se doter aux yeux des nations du monde, va donc récupérer la puissance créatrice des modernes. Pas seulement européens, pas seulement les artistes modernes qui veulent être connus aux États-Unis, où il y a plus de collectionneurs potentiels, mais aussi les expressionnismes abstraits américains qui vont commencer à émerger sur leur propre sol et ils les coupent de leur fond libre. Donc là, j'y vais fort, je dis pas de sujet en Amérique. L'affirmation est forte, il y a une tendance américaine à l'annihilation du sujet au profit de l'ego. Alors, il ne s'agit pas du tout pour moi de juger l'Amérique, mais d'observer à travers l'Amérique une puissance à l'œuvre au cœur même de l'inconscient occidental. Disons que j'essaie de démontrer comment l'Amérique, qui n'est qu'une projection de ce qui est secrètement à l'œuvre dans l'inconscient occidental, galvanise l'ego et la liberté et crée en réalité du pseudo, des clones de l'homme en série et une liberté artificielle suturée à l'arbitraire de l'ego. Le capitalisme correspondrait au système propice à l'avènement de l'ego, dès lors que l'ego, moi, est posé et qu'il doit se retourner. Donc ma position, c'est à la charnière du 19e et du 20e siècle, ce système devrait être, lui aussi, réformé, évolué. Sa récupération, au profit de l'entreprise de domination américaine, a freiné, selon moi, cette réforme de sorte que l'ego n'a cessé d'empirer. La Deuxième Guerre mondiale a permis aux USA de s'imposer comme les sauveurs du monde libre contre les puissances de l'Axe d'abord, le communisme ensuite. Le tour était en surface, imparable. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais juste pour conclure, dire que la révolution de l'abstraction, vous l'aurez compris, tout comme la révolution psychanalytique d'ailleurs, a échoué au XXe siècle. Il y avait là une grande promesse, un tournant extraordinaire pour l'être humain qu'on a échoué. Et peut-être que c'est le propre de l'humanité que d'échouer pour prendre conscience. Je ne dis pas que c'est forcément négatif, mais le fait est que nous sommes aujourd'hui dans une crise, nous traversons des crises multiples qui sont à mes yeux une crise du sujet, en proie à l'angoisse d'exprimer son fond ou de tomber dedans. Or, nous sommes les témoins d'un oubli du fond, du sens de l'existence. Le livre, toute la partie dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est en fait un autre fil qui se tisse à l'ensemble tout au long de l'écriture, interroge la manière, dans ce contexte, qui est celui du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est-à-dire sans le fuir, sans tenter d'en sortir, de travailler à la défaite de l'ego. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, mais vous l'avez compris, du sujet, mais au contraire qui fait référence à l'ancien ordre, cet ordre dualisme qui ne voit pas le lien entre le sujet et l'objet, les différents liens entre le sujet et l'objet, et au fleurissement du neuf, à son avènement. Qu'est-ce qui est neuf? Comment l'éprouve-t-on? Comment savons-nous que nous sommes face à du neuf? Et donc, pour conclure, une très belle phrase de Roberto Calasso, l'essayiste et romancier italien. La nouveauté n'existe pas, seul le souvenir existe. Le nouveau est ce que nous avons de plus ancien. Donc, c'est l'une des citations qui commence mon livre, qui me permet de mettre en lien le souvenir, l'imagination et la création. Ce souvenir, c'est imaginer, c'est intensifier ce fond et entrer dans l'aventure.
j'ai choisi cette illustration de l'enlèvement d'Europe par Zeus métamorphosé en taureau pour l'illustrer. Il y a là une résistance du singulier à trouver l'ancien au-delà de l'ancien, au-delà de ce qui est vieux, de ce qui est passé dans le temps, c'est-à-dire au-delà du temps de Chronos, mais à le trouver dans les mythes, dans le corps propre, dans l'expérience personnelle. Il s'agit de mettre la personne, notre personne, en jeu, J-E-U, et je pense que c'est là que peut s'exprimer un jeu, et que c'est vraiment cette voie-là que proposaient les modernes, ce que j'appelle les ultra-contemporains, parce qu'ils sont au-delà du temps et qui ont été les lanceurs de l'abstraction. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Camille, moi je vous remercie. Bien évidemment, votre intervention, comme l'ensemble des 4 autres interventions, ouvre des champs infinis, mais dont on va délimiter déjà quelque chose qui me semble évident. Vous avez convoqué Marcel Duchamp. Lacan convoque Duchamp dans la conférence de presse un jour avant la 3e à Rome en 1974, en racontant effectivement que si on veut en comprendre quelque chose de la pratique analytique, d'un point de vue moderniste ou moderniste, il faut avoir compris quelque chose des rédimètres de Marcel Duchamp. Bon, parenthèse fermée, ce que je propose, on est plus d'une soixantaine à suivre cette séance. Moi, je veille à ce que nous ne perdions personne qui n'aurait pas été jusqu'à nous. J'ai aussi quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, connaissant une partie de l'intervention de Manuel. Manuel, vous êtes là, Manuel Hernandez, je ne sais pas si effectivement vous alliez parler de ça, parce que vous préparez un livre, et je le rappelle, oui. Les gens qui nous ont rejoints, mon idée était de vous proposer d'intervenir sur Mazzotta, qui est l'artiste qui a introduit Lacan en Argentine, et puis tu m'as proposé d'intervenir sur un projet de livre de la psychanalyse et de on va dire de la création contemporaine. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que j'ai publié hier dans l'événement Facebook un extrait de votre blog à Mexico en espagnol, où vous convoquez justement un artiste d'art contemporain qui a à peine quelques mois a effectivement posé la question de l'œuvre d'art, de sa reproductibilité et la question du marché, donc la question effectivement de la valeur d'échange ou de la fétichisation de l'œuvre d'art, puisque vous avez convoqué Camille Brancusi, donc tout de suite la question effectivement du socle, de l'assise, de quelle manière. Donc, bien évidemment, ce que je peux vous proposer, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Je propose de donner la parole à Manuel Hernandez s'il le souhaite, parce que je pense que dans votre intervention, dans ton intervention, il y a des points d'appui qui vont faire sens, résonner avec l'intervention de Camille. Voilà. Sauf si vraiment il y avait des gens qui souhaitaient prendre urgemment la parole, je leur donnerai la parole maintenant, mais on peut aussi poser des questions à travers la boîte de dialogue par écrit. Voilà. Manuel, qu'en pensez-vous? Oui, je peux y aller. Sans Alors, problème. il faudra juste, Camille, voilà, que voilà. C'est pour notre enregistrement également, comme ça permettra d'avoir chaque... Est-ce que vous pensez à donner un petit espace pour des questions à la fin? Bien évidemment. Ok, bon, d'accord. Si Camille est d'accord, j'ai dit 2 heures parce que je sais qu'on peut déborder. On a déjà fait 4 heures, ce n'est pas le problème. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on a une demi-heure pour chaque intervenant. Et je pense qu'à travers l'intervention de Jean Charmoy, on devrait pouvoir rebondir. Là où je serais vigilant, c'est qu'on ne peut pas ouvrir à travers ces rendez-vous Imago un séminaire. Par contre, ça prouve bien qu'à travers les continents et la situation épidémique, et quelles que soient les thèses des uns et des autres, ou même la sensibilité lacanienne, plus ou moins authentique, plus ou moins tatouée, il y a la nécessité de poser ces questions-là, au-delà effectivement d'un Lacan qui convoque Joyce. Nous ne sommes plus en 76 et en 74, mais ces outils-là nous permettent peut-être effectivement de réfléchir encore, sans jeu de mots sur le séminaire 20, bien évidemment, à la situation contemporaine, que ce soit à travers l'argent, que ce soit à travers la création artistique. Et c'est un peu le pari que nous faisons à travers cette proposition-là. Voilà. Dans un contexte pas du tout, effectivement, ni de savoir, ni de communauté d'école. Ça, c'est aussi important.
voilà, de permettre d'écouter différemment les gens qui acceptent de prendre la parole. Est-ce que, Manuel, vous voulez montrer des images? Oui, si je peux utiliser l'écran, ça serait magnifique. Il faut que Camille voilà. Tout ça, voilà. Normalement, je vais vous nommer co-animateur, Manuel, ce qui vous permettra effectivement de partager votre écran comme vous le souhaitez. Parfait. OK. Alors, bien, Manuel, que vous rappeliez également, j'ai dit psychanalyse, j'ai dit directeur de la revue Littoral. Littoral. Ça, voilà. Et alors, je rajouterai juste quelque chose par rapport à Camille, c'est que vous avez parlé de l'Amérique. Ben, là, nous avons un collègue analyste qui nous parle depuis Mexico. C'est aussi l'Amérique. Et parfois, on confond Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et c'est aussi, c'est pas un détail anecdotique lorsqu'on n'oublie pas que Brancusi était roumain également. Et j'espère que dans les prochaines séances, on pourra non pas se contenter des arts visuels, mais effectivement de l'art dans son champ qu'il peut interroger un psychanalyste. Et là, ça fait écho à d'autres poètes comme Gerasim Luka, bien évidemment, et Paul Celan, voilà, puisqu'on a parlé de poésie. Manuel, c'est à vous, en formation également. Merci. Je suis aussi membre de l'école acadienne de psychanalyse, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. OK. Bon, d'abord, je voudrais dire deux choses et puis prendre 5 minutes de votre temps pour un petit vidéo et après vous raconter une histoire. Bon, ce travail a commencé parce qu'à la fin de ma lecture de Freud, j'étais étonné de trouver qu'il y avait quelque chose de strictement intime entre la psychanalyse et l'art. Et que c'était évident pour moi dans ma lecture de Freud. Mais en même temps, je trouvais que après ma lecture de Freud, ce que je pouvais lire dans les psychanalystes, c'était des références assez classiques aux œuvres d'art. C'est-à-dire, c'est comme si l'art s'était arrêté au 19e siècle, même pas les abstractions, justement, en prenant le travail de Camille, étaient intégrées dans les travaux des psychanalystes. Donc, ça m'étonnait énormément. Mais en même temps, je réalisais que moi-même, je comprenais absolument rien du tout de ce qui s'est passé dans le mouvement artistique contemporain. Tout ce qui s'est produisait dans l'art contemporain me paraissait une escroquerie terrible et ça me fâchait énormément. Mais à ce moment-là, je me suis dit que peut-être c'était moi qui s'est trompé et que moi, je ne comprenais rien et qu'il fallait que je me mets au travail pour savoir si j'arrivais à comprendre quelque chose et qui, évidemment, m'échappait. Bon, je l'ai fait et je ne le regrette absolument pas. Et à partir de ce moment-là, une idée m'est venue, je l'avance tout simplement. Et c'est de me poser la question s'il y a un certain rapport entre la position esthétique des analystes, qui se reflète dans les choix des œuvres artistiques pour leurs travaux, ou bien si on peut simplement considérer que l'art, c'était une illustration, un élément décoratif pour les travaux psychanalytiques. Et ma position pour l'instant, et j'essaie de l'avancer dans mon livre, c'est qu'en effet, il y a un rapport entre la position esthétique de chaque analyste et sa façon de concevoir le transfert et de traiter le transfert. Et j'avance l'idée comme ça. Alors, je voudrais vous parler d'une pièce de Jill Magid, une artiste américaine, et qui, j'ai eu la chance de présencier son œuvre à Mexico en 2017. Et pour raconter un peu sur Jill Magid, il faut absolument que je prenne 5 minutes de votre temps pour que vous soyez en mesure de voir une maison de Luis Barragán,
un architecte mexicain, sur lequel elle a travaillé. Et bon, je prends 5 minutes de votre temps, je pense que vous allez aimer. Est-ce que vous avez du son manuel avec la vidéo? Oui. Bon, d'accord. Juste pour qu'on sache s'il y avait un problème technique. Pancho y yo teníamos una agencia de publicidad. Nos gustaba mucho los muros, los colores del arquitecto Luis Barragán. Lo fuimos a ver y nos salió Barragán que él ya estaba retirado. Lo primero que va viendo Barragán es esta jacaranda que está ahí. Y Barragán dice, no vayan a derribar este árbol porque la casa va a girar alrededor de este árbol. Fue un pretexto muy, muy bueno la jacaranda para aceptar, le encantó cuando la vio. Y él nos dice, yo quiero también que me dejen hacer las cosas que traigo todavía acá dentro de mi cabeza. Los colores vienen un poco influenciados por Chucho Reyes Ferreira, ¿no? Barragán dice, ¿van a aguantar el rosa? Seguro que lo van a aguantar. Usted ponga lo que usted quiera. Yo no pinto verdes, los verdes se los dejo a la naturaleza. El amarillo era su espiritualidad. Incluso nuestro altar principal pues es el pasillo y termina aquí en la alberca. Mis hijos, mi mujer y yo aquí aprendieron a nadar, es una piscina que usamos, obvio, toda la familia. El arquitecto venía todos los días entre 11 y 12, porque estaba al pendiente del sol, de todos los juegos que hacía la iluminación. Estas lámparas nos las regaló él también. Todas las esferas estas nos las regaló Luis Barragán. Las terracotas esas del tequila, también él las trajo aquí a esta casa. Es la última casa que hizo de pe a pa Luis Barragán. Nunca me lo hubiera imaginado todo lo que nos trae vivir en un lugar como este. Pues aquí me tocó y me hice a esta arquitectura. Y decía Pancho Gilardi, cuando ya se estaba por morir, dice, es que nadie va a respetar esta casa. Tú eres el único que la puede respetar, tal y como lo que oías que decía el arquitecto Luis Barragán. Ya que Pancho se fue y todo eso, oficialmente la casa se va a llamar Pancho Gilardi y luego Gilardi. La casa se va a mantener tal cual, como la dejó Pancho y como la dejó el arquitecto Luis Barragán. Y yo creo que en otra vida, pues, reencarnaría otra vez aquí.
C'est une petite présentation de Luis Barragán. Luis Barragán, c'était un architecte mexicain. Et il a obtenu le prix Pritzker, qui est un peu le Nobel d'architecture. Il est le seul architecte mexicain à l'avoir obtenu. Et je vous propose aussi de chercher le vidéo sur YouTube de sa maison studio. C'est vraiment magnifique. Et c'est justement à cette maison studio que Gilles Magid un jour est arrivé. Gilles Magid, elle est une artiste américaine. Je vous partage aussi son image. C'est un peu important. Voilà. Gilles. OK. Gilles, elle arrive, ça fait 5 ans à sa maison, à la maison de Luis Barragán, qui est maintenant publique, d'accès public. Et elle connaît une histoire qui l'étonne. Et l'histoire concerne les archives de Luis Barragán. Je vous laisse seulement, sans préciser plus, entendre le résonance de ce que je vais raconter. Je pense qu'en étant sensible à l'actualité de notre temps concernant certaines archives, vous allez réaliser l'importance du travail de Gilles Magid. Bon. Et les gens à la maison studio racontent une histoire à Gilles qui concerne les archives professionnelles de Luis Barragán. Et il se trouve que à la mort de Luis Barragán, il a laissé les archives à son partenaire et son partenaire s'est suicidé. Et légalement, les archives sont venues à la femme de son partenaire. Et elle a proposé la vente de ces archives aux institutions publiques au Mexique et jamais elle a reçu une proposition acceptable. Donc, finalement, elle décide de vendre les archives à un marchand américain à New York. Et elle les vend pour 3 millions de dollars. Ce n'est pas énorme. Et il est ça. Il se trouve qu'en Suisse, il y a Vitra, et c'est une entreprise de dessin mobilier. Et le propriétaire de Vitra, il a été engagé avec une architecte italienne et elle lui dit, écoute, je viens de savoir que les archives de Luis Barragán sont en vente. Et moi, je voudrais bien acheter ça. Et il lui dit, bon, soit, et je veux t'acheter les archives de Luis Barragán à la place d'un anneau, d'une vague de compromis matrimonial. Donc, ils font le voyage aux États-Unis et ils achètent les archives de Luis Barragán. Ils prennent les archives en Suisse et les archives maintenant sont dans Vitra, dans le bâtiment de Vitra, enfermées, sans accès et ouvert au public. L'accès aux archives de Luis Barragán est tout à fait restreint et soumis aux caprices, à la décision de cette architecte italienne. Donc, Gilles Magid apprend cette histoire, elle trouve que c'est magnifique. Et elle commence à réfléchir un peu sur les possibilités de faire revenir les archives au Mexique. Et pour cela, elle conçoit tout un processus. Elle demande la permission de rester, pour la première fois, c'était la première fois que ça s'est passé, à la maison de Luis Barragán 3 jours et 3 nuits. Elle loge à la maison de Luis Barragán et là, elle conçoit quelque chose pour essayer de faire revenir les archives de Luis Barragán au Mexique.
Federica Sanco, qui est le nom de l'architecte italienne et la propriétaire des archives de Luis Barragan, avait fait un copyright pour tous les papiers de Luis Barragan et pour chacune des maisons de Luis Barragan, sauf celles qui sont occupées, comme celle de Casa Gilardi qu'on vient de voir. Bon, alors, ça veut dire que si on veut publier une photographie des maisons de Luis Barragan, il faut demander la permission et payer les droits à Federica Sanco. Bien. Et si on souhaite chercher quelque chose sur l'architecture de Luis Barragan, il faut se déplacer en Suisse et demander la permission à Federica Sanco pour consulter les archives. Bien. Bon. Elle décide parfois de donner la permission, parfois non. Souvent non. Et il se trouve que Gilles conçoit la possibilité de faire une exposition sur l'œuvre de Luis Barragan, et donc elle sollicite officiellement, d'une façon formelle, la permission à Federica Sanco pour reproduire des images et des objets de Luis Barragan. Et elle reçoit une négative. Elle dit que non, c'est pas possible de faire ça parce qu'il y a des questions de droit. Et alors, Gilles invite Federica Sanco à collaborer avec elle à l'exposition et demande la permission de consulter les archives. Et, nouvelle négative, Federica Sanco dit c'est pas possible. Nous sommes en train de préparer un très important livre sur Luis Barragan et donc les archives ne sont pas consultables. Bien. Il se trouve que ce livre est en préparation depuis 20 ans et on ne le voit pas. Bon. Et alors, Gilles décide de faire quand même une petite exposition avec les objets de la maison de Luis Barragan, mais couverts. Donc, on peut reconnaître les objets, mais on ne peut pas les voir directement parce qu'ils sont couverts. Bien. Et là, Gilles décide de faire un pas de plus. Et le pas qu'elle a fait, c'est de se mettre en contact avec la famille de Luis Barragan. Il faut dire que la famille de Luis Barragan et Luis Barragan lui-même sont d'une partie du pays, Guadalajara est une ville assez traditionnelle, et la famille et lui-même étaient très catholiques. Ils sont très catholiques et lui, il était très, très catholique. Donc, Gilles s'approche à la famille et elle propose de faire quelque chose d'un peu inouï. Et c'est de faire un diamant avec les cendres de Luis Barragan et le mettre sur une vague. Et voilà que la famille accepte de se réunir avec Gilles pour écouter la proposition. Et Gilles explique qu'elle va offrir cette vague à Federica Sanco parce qu'elle n'a pas eu une vague d'engagement lors de son engagement avec le propriétaire de Vita. Et donc, elle va proposer à Federica Sanco de lui donner cette vague en échange des archives de Luis Barragan qui devraient venir à Mexico. Et si elle accepte, elle va avoir donc avec elle le reste de Luis Barragan, de la personne de Luis Barragan, avec elle pour toujours. Et donc, elle va être d'une certaine façon mariée aussi à Luis Barragan, en échange des archives. Bien. Une fois que j'ai entendu l'histoire, je trouvais ça ahurissant. J'étais très fâché. Et il faut dire que dans mon époque, quand j'avais 20 ans, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Luis Barragan, personnellement, à sa maison. Donc,
et j'ai admiré toujours beaucoup son architecture. Donc, j'étais blessé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est encore une fois un moment d'incompréhension de ma part, et je ne suis pas averti de ce qu'il a en jeu dans la proposition de Gilles Magid. Donc, je me suis mis à faire une petite recherche sur ce qui implique tout le mouvement que Gilles Magid a fait, et j'ai réalisé qu'en fait, ma résistance, c'était un reste de mon catholicisme d'enfance, et que c'était une façon de traiter le reste mortel qui me gênait. Et une fois que j'ai réalisé ça, j'ai ri, j'ai éclaté de rire, et je me suis débarrassé de cet obstacle. Et là, pour moi, c'était facile d'arriver à voir l'importance du travail de Gilles Magid et réaliser à quel point cette proposition de Gilles Magid, je vous présente la vague. Voilà. C'est la vague qu'elle a produite avec les cendres de Luis Barragán. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, elle produit la vague, et la famille accepte, et elle commence une correspondance avec Federica Sanco. Et en fait, cette correspondance a pour but de séduire Federica Sanco de toutes les manières possibles. Elle avance d'une façon séductrice pour essayer de se réunir avec elle. Et finalement, Federica Sanco accepte de se réunir avec Gilles. Et à ce moment-là, elle va avec la vague, elle va avec la proposition, et elle se réunit avec elle et son mari à elle, à Federica Sanco, qui, d'une façon assez astucieuse, se présente dans le rendez-vous. Et là, elle propose à Federica Sanco de faire l'échange. Et Federica Sanco écoute, elle entend la proposition, n'accepte pas la vague, et Gilles lui dit que la proposition est ouverte et pour 300. Si elle accepte, la vague sera à elle pour toujours, avec l'accord de la famille légalement établi. Sinon, la vague, au bout de 300, va revenir avec le reste de cendres de Luis Barragán. Et donc, cette proposition, et c'est comme ça que s'appelle normalement l'exposition de Gilles Magid, la proposition, et fait le tour du monde. Ça vient d'être à Paris. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition. Mais lorsque l'exposition s'était présentée à Mexico, ils ont décidé de changer les noms. Et le nom à Mexico, c'était une lettre arrive toujours à sa destination. Vous réalisez qu'avec ce titre d'exposition, je ne pouvais pas passer outre. Il fallait absolument que je m'en occupe. Et voilà, ce qui pour moi, c'était, dans un premier moment, un mouvement de rage. J'étais enragé de voir profaner le reste de Luis Barragán. Après, c'était un étonnement, un moment d'incompréhension. Et finalement, je me suis mis vraiment à essayer de voir la portée de ce que Gilles avait fait. Et à mon sens, son travail nous pose des questions sur
les archives, évidemment, les traitements des archives. Sur les droits qui concernent le reste mortel. Qui a droit sur le reste mortel? Sur une question même théologique, est-ce que quelqu'un qui est catholique peut se trouver séparé d'une partie de ce reste mortel et quand même aspirer à la rédemption finale? Et est-ce que les gouvernements n'ont pas un mot à dire par rapport au patrimoine comme celle d'un artiste comme Luis Barragán? Il y a un énorme ensemble de questions, un énorme ensemble de questions qui sortent de cette exposition de Gilles Magid. Et c'est à ce moment-là que je me dis que peut-être l'art contemporain et les écrits de Lacan ont quelque chose à faire. Lorsque Lacan dit que pour lire les écrits, il faut mettre du sien. Et avec l'art contemporain, c'est justement ça. On ne peut pas être un spectateur visuel. Faut s'y mettre pour arriver à saisir l'opération en jeu. Parce que l'art contemporain, c'est ça. C'est une opération. Ce n'est pas une présentation d'un objet. C'est une opération. Et dans cette opération, il faut se mêler. Il faut s'y mettre. Et il faut que le public soit prêt à s'engager à plusieurs niveaux pour arriver à saisir quelque chose de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas du tout une question ni visuelle d'observation, ni d'une présence passive. Il faut vraiment prendre une position active pour arriver à saisir l'opération. Et c'est dans ce sens-là qu'il me semble que ce que Lacan a posé comme condition à la lecture des écrits correspond tout à fait avec une position qui concerne l'analyste et qui n'est pas absolument pas la position d'un observateur neutral et ni d'un sujet de la connaissance. Il s'agit beaucoup plus d'une participation quand il dit que l'analyste est la moitié du symptôme de l'analysant. À mon avis, c'est tout à fait ça. Et que les considérations que l'art contemporain a pour le contexte, pour l'histoire, pour les niveaux conceptuels, et ça implique vraiment un dispositif dans le sens où Deleuze a peu avancé la notion de dispositif. Il y a des affaires de pouvoir, il y a des affaires de savoir, et vraiment, il y a des affaires de subjectivité. Et dans ce sens-là, il me semble que l'art contemporain, en prenant en considération tous ces éléments et en le faisant jouer à chaque tour d'une façon non explicite, assez énigmatique parfois, fait résonner beaucoup avec la façon de pratiquer la psychanalyse de Jacques Lacan. À mon sens, ce n'est pas un hasard que ce que Franck nous a rappelé, la façon où Lacan se réfère à Marcel Duchamp, qui est le point de démarrage de l'art contemporain, pour essayer de dire que cela nous concerne, que le travail de Marcel Duchamp nous concerne. À mon sens, c'est tout à fait clair et que l'art contemporain et la psychanalyse, et dans la conception de Lacan de la psychanalyse, ont le plus étroit des rapports. Voilà. Manuel, merci beaucoup. Moi, je suis enchanté parce que je n'avais aucune a priori ou un a priori. On va faire quel genre? Un ou une a priori sur cette rencontre, mais en tous les cas,
ce qui est sûr, c'est que ça ouvre beaucoup de questionnements. Je vais laisser 2 secondes à Coralie pour réfléchir si elle veut qu'on fasse une césure pour faire des échanges ou si elle pense qu'elle peut effectivement poursuivre après les 2 interventions, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui… Donc, je vous laisse juste 2 secondes, Coralie, comme ça je vais en profiter quand même pour placer 2 petites choses. Placer, non pas placer, mais je ne sais pas si l'art contemporain est contemporain d'une pratique contemporaine telle que la psychanalyse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des artistes d'art contemporain et j'avais pensé effectivement à la revue Littoral parce que le prochain numéro que vous allez faire sur Mazota, il y a une artiste en Europe qui s'appelle Dora Garcia et qui a fait un film et une installation sur Mazota qu'on a pu voir à Paris. Elle en parle, elle est une artiste d'art visuel, d'art contemporain qui travaille beaucoup sur l'œuvre de Lacan. Voilà, j'ai moi-même mis, je dirais, on a pu à Paris présenter une de ses pièces qui a été la représentation du pavillon espagnol à la Biennale de Venise. Donc, il existe effectivement des artistes qui, au-delà de convoquer un intellectuel, pratiquent avec lui. Alors, de quelle manière cette pratique existe, effectivement, ça nous amène à repenser, ou en tous les cas, à relier, relire, regarder, écouter différemment cette modernité, ce modernisme, tel que l'a pointé Camille, parce qu'effectivement, tout à l'heure, c'est ça qui m'échappait, modernité, modernisme. Et de quelle manière, peut-être, c'est peut-être là où il faut en rester, c'est de quelle manière c'est actuel, au sens actuel, au sens où c'est toujours d'actualité, mais pas d'actualité au sens, je dirais, d'une subjectivité, mais d'actualité au sens d'un dispositif. Et là, je pense que c'est obligatoirement traduit effectivement au Mexique également. Agamben, qui quand même fréquente un petit peu le champ lacanien et qui fréquente pour cause, parce qu'il a participé à certains séminaires Camille avec Heidegger, a écrit un petit ouvrage sur la question du dispositif qui en dit long dans l'époque dans laquelle nous sommes. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des liens qui se tissent, bien évidemment, en fonction de nos expériences. Et je trouve très fort de quelle manière on peut parler de psychanalyse et d'art sans convoquer des concepts, ce qui est très bien, mais en parler depuis son expérience. Voilà. Que l'on appelle ça phénoménologie, qu'on appelle ça analyse. En tous les cas, on a bien entendu que quelque chose qui était en jeu dans votre thèse, Camille, et dans ce que nous a transmis, parce qu'il s'agit bien de transmission. Donc, on ne va pas rappeler la question de la lettre, bien évidemment, parce que j'imagine que la plupart des gens qui sont avec nous ont entendu cette référence que tu fais, Emmanuel, au séminaire de Lacan, sur la question de cette lettre, et donc de cette subjectivité qui n'est pas simplement une histoire de communication de la petite histoire, mais de quelque chose qui se passe dans un dispositif entre 2 personnes. Donc voilà, alors, est-ce que c'est toujours le spectateur, l'acteur, ça, moi je me garderais bien de monopoliser à travers cette première rencontre ma posture. J'ai juste tenté, Coralie Van Kerkhove, vous êtes aussi photographe, vous êtes analyste, c'est beaucoup plus facile de dire parce qu'on fait partie de la même école, même si je ne suis pas censé le dire, vous êtes membre des forums du champ lacanien, voilà. Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'intervenir après Manuel et Camille et cette convocation de grandes figures de l'art moderne, abstrait et contemporain? Ou est-ce que vous voulez qu'on lance un débat? C'est vous qui décidez, Coralie. Non, ça ira, ça ira. Je parlerai modestement de toute façon, comme nous le parlons tous. Voilà. Je rappelle bien évidemment, comme l'ont compris les gens qui ne sont pas, je dirais, qui ne connaissent pas toutes les écoles de psychanalyse, vous êtes psychanalyste à Bruxelles et vous êtes photographe. Donc, il y a plein de choses que j'ai entendues dans les interventions de Manuel et de Camille qui pourraient aussi vous questionner, mais je préfère vous entendre plutôt que de convoquer Walter Benjamin, la reproduction de l'œuvre photographique ou d'autres choses. Ce qui nous importe, c'est la parole. Voilà. Oui, bonjour, merci Franck. Alors oui, effectivement, je suis partagée entre différentes positions. Je suis effectivement psychanalyste en libéral, je suis photographe, mais je suis également auteur et essayiste plus particulièrement, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, la photo ne va pas sans l'écriture. Et je suis actuellement dans la rédaction, enfin plutôt dans la procrastination de mon 3e essai, sur la mémoire et la transmission. Et là, j'ai un problème justement quant au dispositif. Voilà, mais je vais commencer tout doucement et je me contenterai de vous montrer une photo. Je vais commencer par un poème de Baudelaire, Les aveugles. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareil aux mannequins, vaguement ridicules,
terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés, pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel, ô cité, pendant qu'autour de nous, tu chantes, ris et beules. Épris du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi, mais plus qu'eux hébété, je dis, que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles? Alors, je voulais d'abord, et plus que selon l'usage, remercier Franck pour cette invitation à travailler ensemble, chacun ayant bien sûr son mot à dire. Ensemble, déjà, un terme qui renvoie à l'ambiguïté, sinon à l'interrogation qui va sous-tendre toute notre soirée. Peut-on aborder l'art avec la psychanalyse? Peut-on être psychanalyste et artiste? Et puis finalement, la question lassante, à force d'être redondante, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art aussi? Et notamment dans sa dimension de faire œuvre d'art, aussi de la marchandiser. Interrogation piquante s'il en est, quand à l'aune de son horizon plane l'ombre de ce Joyce, celui qui coupe le souffle au rêve. Certes, celui de la littérature, mais par extension tout ce qui touche aux beaux-arts. Joyce, en tant que fossoyeur du beau, nous laisse ainsi deux questions, l'un sur l'avenir de la littérature, l'autre sur l'usage que peut en faire le psychanalyste. Je cite ici Toilette solaire. Alors, œuvre photographique, comme le mentionne très aimablement Franck dans son invitation, est un qualificatif ou une attribution qui m'a laissé perplexe de par sa vanité. Je tâcherai alors de réfléchir avec vous plutôt sur la photographie comme un processus, comme une mise en œuvre sur la vanité, cette représentation allégorique de la mort, de l'inexorabilité du temps qui passe et de la vacuité des passions humaines, comme quelque chose à la fois de l'envisageable et de l'indévisageable, sorte de variation constante sur les portraits photographiques commémoratifs post-mortem du XIXe siècle. Alors, psychanalyse et photographie. Quelque part, la cure et ce qui s'y dépose du roman familial du névrosé n'est pas très loin d'un album photo dont on égrène les pages, s'attardant sur telle ou telle prise de vue. Par ailleurs, je vous ferai grâce d'en revenir au développement du stade du miroir, au schéma optique, où se noue la relation spéculaire avec la relation à l'autre, où il y a clairement un appel au dispositif photographique, même si c'est une image inversée. Alors, la photo comme représentation, comme artifice de l'inadéquat, est un topos, un lieu commun, à la fois donc un lieu commun, mais aussi un lieu insaisissable. C'est justement l'image détachée, enlevée à la somme, celle qui aurait pu exister, aurait pu être prise, elle n'existe pas. C'est à ce manque d'avoir été faite qu'elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d'en être justement l'auteur. Vous reconnaîtrez peut-être Marguerite Duras dans les premières pages de l'Amant, quand elle disserte sur le bac entre Sadek et Vinlong. Alors cette rhétorique, parce que vraiment il s'agit d'une rhétorique, de l'image qui manquera toujours, peut paraître comme un paradoxe, en ce sens que la photo est par nature indicielle, indice directement relié à la réalité par les lois de la physique. Elle n'existe que parce qu'un corps ou un objet a existé. Au moment où le doigt se presse sur le déclencheur, la photo saisit non pas ce qui n'est plus, mais ce qui a été. L'acte photographique crée une image qui n'existe pas. Il se fait le témoin de l'existence à la fois de l'objet représenté et aussi du photographe hors champ. Le photographe n'est jamais évidemment dans le champ. Matérialisé, imprimé sur une feuille ou via un écran, le temps s'y immobilise que, sous un mode excessif, monstrueux,
le temps est engorgé. Il y a en elle comme un point énigmatique d'inactualité, une stase étrange, l'essence même d'un arrêt. Ici, là, je cite Roland Barthes dans son essai, donc l'œuvre La chambre claire. Alors, ce qui est capturé au bon moment, car il y a éminemment quelque chose de la contingence et de la tutelle, et en même temps de la mise en scène, en devient notable. Roland Barthes, dans La chambre claire, son essai sur la photographie, parle de son expérience en tant que sujet regardé, mais surtout en tant que sujet regardant, et notamment comment une certaine photo peut, lui en tant que sujet regardant, lui advenir. Celle qui porte ce qu'il appelle le punctum, ce point, cette piqûre au petit trou qui vient toucher le spectateur. Ainsi donc, si l'image est quelque chose qui n'est pas la chose, ce truchement, ce trichage peut dépasser la métonymie et être porteuse de métaphores. Côté pile, c'est l'aveu même de son impuissance. Côté face, c'est sa capacité à faire fiction. Roland Barthes parlait également de certificat de présence. La photographie est autant un regard montré que montrant. Et quoique physiquement le photographe soit derrière l'appareil, la photo emporte le certificat de présence de celui-ci, révèle la subjectivité de sa vision. Elle porte en soi la préparation de la rencontre d'un désir avec un spectateur imaginé, le questionnant par là même la nature du fantasme de celui-là. J'ai développé dans d'autres communications, mais aussi dans mon dernier essai, combien notre société du spectacle industrialisait le fantasme et nourrissait la voracité de l'œil, ces positions de voyeurisme. Dans cette optique, il ne s'agit pas de produire une image qui touche, mais une image marchandisable et qui, bien entendu, a un tout autre statut que le fameux sicut palea, un gadget, un succédané à bon compte où il s'agit de raconter une histoire et, si possible, qui soit fascinante. Alors, il faut savoir aussi que j'ai une activité journalistique et que je réponds, j'ai parfois des commandes où je propose moi-même des sujets à des rédactions. Et un des gros mots d'ordre de mes rédactions, c'est de raconter des histoires. Pas de polémiquer, mais de raconter des histoires. Il s'agit d'emporter le lecteur. Je ne correspond pas tout à fait à ma position, mais voilà, il faut de temps en temps sacrifier à ces positions-là. Et donc là, clairement, on peut aussi en appeler à la responsabilité éthique du photographe, car le regard est une découpe, choisit et saisit le champ et le hors-champ. Notre société du spectacle en jouit de cette prostitution de la chose représentée, ne fût-ce que par la mise en scène de l'irreprésentable. Rien de plus vendeur que ce qui excite sexuellement ou indigne vertueusement. Alors, il y a une complexité de l'acte photographique en ce sens que, outre son lien au réel, cet acte est en fait la réunion de plusieurs temps. Au temps multiple de la prise de vue succède le temps de l'élaboration de l'image par une série de manipulations techniques accompagnées de jouissances diverses. Et finalement, le temps de la rencontre avec le destinataire de la photo. L'expérience photographique passe ainsi d'une étape solitaire à un mouvement vers les autres. Après le regard singulier jeté depuis un point de vue unique, viennent la sélection des images et leur monstration au spectateur. Il s'agit donc de trancher dans l'en réel pour en rendre compte, et parfois, si pas toujours, dans une relation tendue avec la vérité menteuse, où se joue aussi ce qu'il y a derrière le voile. Voir ce qui se projette, car la photo est un écran, a parfois plus d'impact et plus de réalité que n'a sa source même. Ainsi, et on est un peu au cœur d'un peu de ce qui fait un peu notre soirée, qu'est-ce qui regarde ce sujet? Que regarde le sujet? Mais aussi, qu'offre le sujet au regard de l'autre? Que me veux-tu à moi, qui ne vois pas ma propre image dans le miroir énigmatique
dans le globe oculaire de l'insecte. Vous reconnaîtrez évidemment Lacan dans les premières pages du séminaire sur l'angoisse. Pascal Thinard, dans Le sexe et l'effroi, a ces mots pour dire cette articulation au désir. Nous sommes venus d'une scène où nous n'étions pas. L'homme est celui à qui une image manque, qu'il ferme les yeux et qu'il rêve dans la nuit, que son regard se déroute et s'égare. L'homme est un regard désirant qui cherche une autre image derrière ce qu'il voit. Alors, quel est le point où peut se livrer le désir de voir et non la jouissance voyeuriste? C'est vraiment une énorme question. Je parlerai peut-être encore un peu plus après. Le temps m'étant imparti, je voudrais alors réfléchir avec vous à propos d'un travail mené depuis 2 ans avec des rescapés de la Shoah, où il s'agit en quelque sorte de faire voir, par ce que les rescapés ont vu, alors que l'objet même de ce qu'ils ont vu échappe au prescriptible. On songe ainsi à Marguerite Duras encore. Impossible de parler de Hiroshima, tout ce qu'on peut faire, c'est de parler de l'impossibilité de parler de Hiroshima. La Shoah est en excès, tout en étant le produit d'un discours pour le pire et un discours né par le pire. L'image répétée en boucle des bulldozers de Bergen-Belsen, poussant les corps réduits à l'état de détritus, comme l'a démontré le procès de Nuremberg, empêche de voir la Shoah. L'image fait écran. C'est au double sens de ce mot qu'il faut donc l'entendre, ce mot écran. Elle montre et rend aveugle. Elle expose et occulte par cela même qu'elle montre. Par conséquent, il y a un effet pernicieux de la fascination qui marque une certaine déliaison sans étayage. Et de la sorte, le cercle du réel a tendance à se détacher des deux autres et à faire retour sous le mode ou sous la mode du spectre fascinant, sorte à la fois de jouissance prête à porter et d'indignation à bon compte, variation d'une paresse intellectuelle. Et donc voilà, je vais vous mettre justement un aperçu. Je ne sais pas comment il faut faire. Attendez. Vous devriez pouvoir, Coralie, tu peux, on se voit ensuite fois, partager l'écran puisque vous êtes co-animatrice maintenant. Voilà. Ah, voilà. Donc voici. Ça c'est le portrait. Donc ce que je fais, c'est pour ça que je dis que écriture et portrait et photo vont de pair. Ce que je fais, c'est pour l'instant et depuis 2 ans, je suis en train de mener donc tout un travail de collecte de témoignages. Et donc je commence toujours par écouter le survivant, écouter le rescapé. Et donc il parle énormément. Et ce n'est qu'après, c'est parfois 2 heures de confidence, 2 heures de témoignage, où je prends essentiellement des notes, je n'ai pas d'enregistreur. Là, je peux me permettre de prendre la photo. Et donc là, c'est la demande que je fais chaque fois aux témoignaires, c'est « Pouvez-vous me regarder ?» Vraiment, c'est ma demande, c'est « Pouvez-vous me regarder ?» Et donc, c'est un délicat exercice parce que d'abord, les témoins ne me connaissent pas de prime abord, mais ils acceptent de se livrer et eux-mêmes disent à chaque fois que parler est très, très dur, que parler reconvoque la douleur. Et donc, ça, je remarque, parce que j'ai quand même une dizaine de personnes que j'ai interrogées, il y a ce moment, entre guillemets, de grâce où quelque chose de l'émotion peut se déposer dans le regard. Et c'est souvent, et alors, c'est très difficile. Enfin, souvent, comment dire, ils ne sourient pas, ou bien c'est des sourires sur automatisme, mais il y a quelque chose du témoignage qui se dépose sur le visage. Et c'est à ce moment-là que je peux enclencher la photo. Mais la photo ne va pas sans le texte. Derrière, il y a tout un recueil et tout un texte qui s'est dit non pas sur leur histoire, mais sur la difficulté de dire. Je leur demande de dire sur la difficulté de dire. Et donc, on arrive toujours à ces paradoxes que finalement, ce dont on ne peut parler, on continue à le dire. Et voilà, ça c'est mon travail pour l'instant, avec, comme je vous dis, tout un développement plutôt
en noir et blanc, parce que ce noir et blanc-là, pour moi, est le plus porteur pour le partage. Et donc voilà, c'est ce travail-là. Je ne prétends strictement rien. Je procrastine plutôt pour l'instant pour mettre tout ça par écrit. Voilà. Et alors, sur l'articulation, j'ai envie de dire, sur l'articulation entre psychanalyste, photographe et écrivain, c'est une drôle de chose, je pense. C'est une drôle de chose, mais peut-être mes collègues en diront, ça ne se confond pas, ça se complète. Ça se complète souvent. Alors, mes analysants me savent très bien que je suis photographe. Alors, parfois, dans des séances préliminaires, ça glisse légèrement, mais ça ne reste pas, parce que ce ne sont pas c'est pas les mêmes positions. La position hors champ du photographe n'est pas la même que la position du mort du psychanalyste. Voilà, je vous remercie. On va en rester là. Je pense que les discussions seront parfois plus porteuses que le soliloque. Merci, Franck. Et Coralie, c'est nous tous qui vous remercions pour cette prise de parole, qui est une prise de risque au sens modernilien, pour faire poète. Et je pense que le cri du poète, le cri de Don Juan, pour vous, Jean Charmois, qui est aussi ténor dramatique, psychanalyste et psychiatre, récemment, dans une de nos réunions, je ne sais plus si c'était lors d'une sécoute paléa, vous précisiez sur une question que vous ne souhaitiez pas qu'on vous entende chanter sur les réseaux YouTube, ce genre de choses, tant que vous aviez une activité de psychanalyste. Jean, est-ce que vous souhaitez prendre la parole maintenant, sur lequel il y a beaucoup de choses, j'imagine, on peut prendre appui, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça, une demande de questionnement? C'est vous qui me dites, Jean, vu l'ampleur un petit peu et la teneur, je dirais, de la matière amenée au fur et à mesure de nos trois collègues. Je pense que je vais dire un mot. Dans le fil qui est le mien, évidemment, donc il n'est pas question de... ce que j'ai un peu entendu, pas du tout pour... enfin, il ne semble pas, quand il dit pas du tout, on se méfie, hein, pas pour porter un jugement, mais simplement pour un peu arriver peut-être après à quelque chose. Bon. Je reprends Camille, la question du geste d'abstraction, effectivement, et de ce que vous avez dit, enfin, de ce que j'ai entendu. Ce qu'on a entendu, vous savez bien que l'important, c'est le malentendu, justement. Hein. Comment on traite le malentendu avec le malentendu? La psychanalyse, c'est ça. Exploiter le malentendu à partir du malentendu. Ça, c'est une des dernières, on pourrait dire, assertions de Lacan, là, en juin, un peu avant de s'en aller, effectivement. Bon. Donc, le geste d'abstraction, effectivement, ça consiste à nous mettre en état, comme vous l'avez dit, d'y aller, quoi. D'y aller, je crois que c'est ça. Et ce que j'ai souligné, moi, avant, c'est que ce n'était pas la question de l'œuvre d'art, mais de l'œuvre de l'art. Hein, c'est un génitif. Je crois qu'on tourne autour de ça, hein, et ce n'est pas pareil. Je dirais même un génitif subjectif, justement. Qu'est-ce que c'est que l'art? Comment chacun d'entre nous, étant artiste, qu'il le sache ou non, peut se lancer dans une expérience. Bon. Donc c'est ça, se mettre là-dedans. Alors on pourra reprendre un peu ce que vous avez dit sur l'Amérique, effectivement, et sur le capitalisme, évidemment, tout ça. Hein. Et l'ancien, effectivement, comme vous citiez l'ancien, moi, ce que ça évoquait pour moi, c'est la question du langage. Quoi. Nous sommes fils du langage. Quoi. Hein, bon. Manuel, c'est tout à fait intéressant. À nouveau, vous avez bien posé la question du passage, du passage comme Camille, comme Coralie, évidemment, du passage comment et c'est ce qui fait notre singularité, du passage entre ce qu'on recueille de l'expérience analytique, ce qu'on a recueilli, ce qu'on continue à recueillir comme analysant, qu'on soit analyste, dans notre rapport au réel, parce que tout est là. Et puis, justement, l'art, ou l'œuvre de l'art. Hein. Donc, vous nous avez bien expliqué les archives, tout ça, là, on pourra reprendre. Ce qui est important pour nos analystes, c'est la parole. C'est pas l'écrit au sens de la bagarre entre les gens, hein, qui veulent se réapproprier tout ça.
Bon, enfin, Lacan là-dessus, me semble-t-il, était assez... Il a fallu effectivement qu'il écrive, bien sûr, mais enfin, ce qui l'intéressait, c'est de parler. Et même, je crois qu'il ne réécoutait pas beaucoup ou qu'il ne relisait pas beaucoup ce qu'il avait écrit. Enfin bon, quand on parle, et puis à un autre moment, on va parler autrement. Et ce qui compte, c'est la façon dont on parle. Donc, c'est ça l'art, d'une certaine manière. Bon, et puis Coralie, donc Manuel, c'est ça. Hein. À un moment, il faut s'y mettre, quoi. Il y a une opération, comme vous avez dit. Hein. Et vous voyez, opération, il y a opéra, qui n'est pas loin. Hein. Bon. Il y a une opération, et c'est ça l'œuvre de l'art, non pas l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, ça glisse sur le marché. On l'a dit, ça va vite là-dessus. Hein. Bon. Coralie, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que vous avez dit de Baudelaire, effectivement, hein, il y a correspondance, enfin, il y a tous ces poèmes-là, hein, les couleurs et les sons se répondent, etc. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses. Hein. Et puis, alors, vous avez posé la question la même, qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'art? Et dans ce regard-là que vous nous avez présenté, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, moi, qui me fait penser à ce que je vais introduire. Alors, le mot n'est pas venu, mais à la dimension de la jouissance. C'est-à-dire que face à une image ou face à, je pense, une photo ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui de nous, alors de nous, c'est quoi? C'est pas le spéculaire, parce que le spéculaire va s'identifier peut-être à ce qu'on va voir. Hein. On va aimer, on ne va pas aimer, etc. C'est qu'est-ce qui, de cette invisibilité du corps que l'on est d'emblée, du fait de la rencontre du langage et puis du réel de la jouissance, puisqu'on vient de là, on vient de ce truc-là, et qu'une des façons dont ça va se manifester d'emblée, ben, c'est quoi? Ben, c'est le cri d'emblée. C'est quelque chose qui va être... alors bien sûr, dans un autre registre qui est celui de la médecine, on va dire les alvéoles pulmonaires se remplissent d'air, etc. Donc effectivement, il faut expulser ça. C'est pas faux, mais c'est dans le registre de la médecine, du savoir, de la science. Or, ce que l'on a, nous, et Lacan là, nous ouvre bien la voie, c'est à situer, comme il dit, ce tiers dans le séminaire Léno du Père en mai 74, donc quelques mois avant la troisième, là, hein, à Rome, ce tiers qui pas encore défini. Voilà, c'est pas encore défini. Bon, c'est important que ça soit pas encore défini. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Stravinsky le disait bien. En musique, on fait pas n'importe quoi. Quand on chante, on peut pas chanter n'importe quoi. Bon, non seulement à cause de la tessiture, mais parce qu'il y a des choses qui abîment. Hein, il y a des choses. Bon, donc il y a cette question-là, effectivement, qui est importante. Donc, je laisse à nouveau la question de la valeur marchande et de la marchandise de l'œuvre d'art, je laisse ça évidemment de côté. Hein. Et il y a donc cette question de la jouissance. On va en parler, hein, bon, je pense, beaucoup. Et c'est ça qui constitue le premier, qui intervient dans le premier nouage du réel, du symbolique. Vous avez évoqué ça, de l'image réelle. Hein, là, quand on parle dans ce dispositif optique de Boas, là, dans le premier nouage qu'on ne peut pas voir, justement, mais qui est ce corps particulier, qui n'est pas le corps de la médecine. Et c'est ça, je crois, effectivement, ce corps-là, là où il faut y aller. C'est dans cette direction-là qu'on y va. Et c'est de ce côté-là qu'effectivement, quelque chose peut advenir. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a du savoir, hein, de tout ce qu'on a dit. Il y a bien sûr la connaissance. Il faut bien apprendre à peindre, il faut bien apprendre, je pense, à faire des photos, il faut bien apprendre à chanter, il faut bien apprendre au début d'une analyse à parler de beaucoup de choses, le père, la mère, etc. On sait bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'effrite là-dessus. Il y a quelque chose d'autre qui peut apparaître. Hein. Il y a ce qu'on appelle la dimension du sens et de la signification qui va progressivement disparaître. Enfin, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, justement. Parce qu'il y a du savoir. Et que ce savoir, comme vous l'avez proposé, Camille, il est dans l'autre. Voilà. Alors l'autre, évidemment, l'autre lacanien, c'est pas facile, d'autant plus qu'il est barré. Enfin bon, je vais pas partir là-dessus comme ça. Il est dans l'autre. Et alors, en plus,
ce savoir-là, vous avez bien expliqué, chacun à votre façon, hein, c'est qu'il est à prendre en 2 mots. En 2 mots. Ce qui, c'est pas quelque chose comme ça qu'on apprend en tant que tel. C'est quelque chose qui a du prix, parce qu'il est appris en 2 mots, et il y a une mise à prix. Hein? Ce n'est pas l'uniprix, ça ne se passe pas dans l'uniprix, comme dit Lacan dans le séminaire encore, hein? C'est autre chose. Et là, il faut scoltiner des dures expériences, il faut que ça rentre dans le corps, d'une certaine manière, et ça rentre dans le corps. En ce qui me concerne, je sais qu'on peut y laisser sa peau, par exemple. Quand on apprend à chanter, il y a un moment, on peut très bien ne plus pouvoir chanter. Et puis après, on change de prof. C'est un peu comme quand on fait un travail psychique, hein, analytique. On va vers un autre, et puis ça redémarre. Et puis à nouveau, on ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ce barda? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais seulement m'arrêter sur une chose, parce que je vous ai laissé du temps pour la discussion. Je l'ai évoqué. C'est quelque chose qui a lieu à un certain moment, entre autres, le 2 janvier 1958 à Rome, à l'Opéra, quand Maria Callas quitte l'Opéra. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Dans les jours qui ont précédé, elle s'est rendue compte que sa voix était là, n'était plus là. Il y a un moment, alors elle a eu froid. Ça, c'est les excuses habituelles, c'est les représentations habituelles. Elle a eu froid, elle a eu plus, bon, elle a vu, elle a eu, etc. Et puis, 2 jours avant, parce qu'elle est arrivée à Rome le 26 décembre pour préparer la représentation du 2 janvier, 2 jours avant, tout d'un coup, elle chante tellement bien que, il s'agit évidemment de Norma, vous connaissez Castadiva, hein, c'est pas rien, bon, hein. Elle chante tellement bien que le chef d'orchestre dit, Maria, épargnez-vous. Elle dit qu'elle chante à pleine voix, c'est-à-dire qu'elle a... Et puis le lendemain, plus de voix. C'est pas parce qu'elle a chanté à pleine voix. Encore qu'on n'en sait rien. Et puis alors, le jour de la représentation, évidemment, ça va pas, elle n'a plus de voix. Elle sait qu'elle n'a plus de voix, elle n'a plus la voix. Et le ténor qui chante avec elle, qui chante le rôle du ténor, ténor dont j'apprécie beaucoup parce que je m'inspire beaucoup de lui, qui s'appelle Franco Corelli, à qui on a demandé ce qui s'est passé, parce que tout s'est passé, évidemment, dans la loge de Maria à ce moment-là. Donc, il y a le premier acte. Hein, à la fin du premier acte, on attend. Il y a le président de la République italien qui est là, etc. Il y a les gens importants de la bourgeoisie romaine, etc. Il y a beaucoup de monde, il y a du public. Évidemment, avant, elle disait, mais est-ce qu'on ne peut pas me remplacer? Impossible de vous remplacer, parce que tout le monde est venu, et c'est à guichet fermé, parce que c'est vous qui chantez. On ne peut pas vous remplacer. Donc ça continue comme ça. Et elle y va quand même, elle y va. Et après, dans le premier acte, il y a donc le Castadiva. Là, elle se rend compte que là, elle se rend compte que ça ne va pas. Et alors, elle sort après et elle décide, déjà avant de sortir, elle décide qu'elle s'arrêtera. Il n'y a pas de remplaçant, ça veut dire que l'opéra va s'arrêter. Hein, Norma s'arrête à la fin du premier acte parce que, alors on va la traiter, elle aura évidemment, je ne vous fais pas elle aura toutes sortes d'injures, etc. par rapport à ça. Bon. Alors, pendant une semaine, elle reste à l'hôtel, elle se cache parce qu'on lui court après pour l'injurier. Et au bout de 15 jours, elle sort de l'hôtel et elle écrit une lettre, et c'est pour ça que je vais dire ça. Elle écrit une lettre ouverte, elle l'écrit en italien, c'est pas rien, où elle dit ceci, je m'en veux. Pourquoi elle dit ça? Elle ne dit pas j'en veux au public, elle dit je m'en veux. Hein? Je m'en veux surtout à moi-même. Pourquoi elle s'en veut? Elle s'en veut, elle dit qu'elle s'en veut parce que finalement, elle est Maria Callas, c'est-à-dire elle est quelqu'un qui est déterminé. Pour ça, Lacan, là, déterminé. C'est-à-dire qu'elle dit de toute façon, je continuerai comme ça, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas question de donner une interprétation. Moi, je pense qu'elle avait une voix tellement, donc nous sommes évidemment au XXe siècle, hein, vous en parliez tout à l'heure,
Elle a une voix, Maria Callas, qui n'a rien à voir avec les autres voix. Pourquoi? Chacun d'entre vous, comme vous l'entendez, vous sentez bien qu'il y a un timbre, il y a une couleur. Et il y a surtout un timbre qui change selon la tessiture, selon la façon dont elle incarne quelque chose. Voilà le corps qui revient, le corps dont je parlais tout à l'heure, le corps de jouissance. Et vous savez qu'elle travaillait énormément, qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle connaissait toutes les partitions, non seulement ce qu'elle chantait, mais elle connaissait les partitions de tous les chanteurs, hommes et femmes. Bon. C'est-à-dire qu'elle a une voix qui n'est plus d'actualité. Hein, ça vous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'est plus d'actualité. Elle a une voix de quoi? De ce qui a lieu au début du 19e en Italie, juste après le retrait des castrats, qui s'appelle le bel canto. Elle a la voix pour chanter Bellini. Elle a la voix pour chanter évidemment Norma, bien sûr. Et là, ça ne marche pas. Bon. Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vais en parler dans mon séminaire. C'est important. Et je veux seulement dire que par rapport à ce qui a été évoqué, là, que je disais, il faut y aller, il faut en mettre de sa peau. Il y a aussi parmi les voix d'hommes, une voix notamment qui est en train, enfin qui disparaît beaucoup. Domingo l'a signalé il y a 20 ans. C'est la voix de ténor dramatique. Il n'y en a plus. Pourquoi? Et Maria Callas avait une voix, en fait, de soprano, dramatica, d'agilita. C'est-à-dire qu'elle avait la voix, l'agilita, des sopranes légères qui peuvent faire toutes sortes de choses, des trilles, etc. Enfin, qui peuvent faire ce qu'on appelle la couleur, enfin, c'est pas la couleur, les fleurs de la voix, tout ce que vous entendez dans une voix très légère, mais elle avait aussi la voix, évidemment, une autre voix, c'est-à-dire qu'elle avait deux voix. Hein. Quand on était en dramatique, on a à la fois baryton et ténor, d'une certaine manière. Elle a aussi la voix expressive de quelque chose qui vient du ventre, particulière, et je pense que j'imagine que dans les jours qui ont précédé Norma, sa Norma, comme il dit, enfin, sa Norma et son Casta Diva, il y a quelque chose, comme dans le regard tout à l'heure de la photo, il y a quelque chose du rapport à la jouissance qu'il a dépassé. Il y a eu un trop. Et c'est ça un peu qui a... Bon, parce que elle n'a jamais été, elle, comme beaucoup de chanteurs, elle n'a jamais eu de nodule, Maria Callas. Elle avait une technique extraordinaire. Hein. Elle faisait pratiquement 3 octaves. Comme les castrats. Alors, on parlera peut-être des castrats une autre fois, mais les castrats ont apporté quelque chose à l'opéra d'extraordinaire, non pas seulement parce que c'était des hommes qui chantaient des tessitures de femmes, mais c'est parce qu'ils avaient une voix d'un volume extraordinaire, d'une expressivité fantastique, il pouvait tenir une note pendant 2-3 minutes, ce qui est absolument impossible actuellement. Ils avaient donc un souffle fantastique. Il y avait quelque chose de très particulier qui a disparu. Mais avant, au moment où ils ont disparu parce que juste après Mozart, hein, après Don Juan, on pourrait dire. C'est ça le cri de Don Juan. Hein. C'est le cri de départ des castrats d'une certaine façon, hein, dans le silence qui en résulte. Hein. Vous savez, le cri, c'est le silence. Hein. Le cri fait le gouffre, le silence se rue, comme dit Lacan. Eh bien, ils nous ont laissé quelque chose. Le problème, c'est qu'après, non seulement ils ont dû quitter la scène de l'opéra, ils étaient arrivés par la scène religieuse, hein, en Espagne, à la fin du 9e, 10e siècle. Là, hein. Il y avait des eunuques, évidemment, qui sont arrivés, puis parmi les eunuques, il y avait des chanteurs. C'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Puis après, ils ont travaillé beaucoup, etc. Comme Maria Callas, qui travaillait beaucoup, beaucoup. Bon. Eh bien, il y a quelque chose, effectivement, là, qui fait qu'à un moment, ils ont été amenés, début 19e, à se retirer, par suite du romantisme aussi, qui apparaissait sans doute, parce qu'à ce moment-là, on a dit, il y a les voix d'hommes, il y a les voix de femmes. Il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'est Saint-Paul, il avait déjà dit ça bien avant. Hein. Et ça pose la question de Lacan, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être homme, femme? Qu'est-ce que c'est que cette couleur particulière, homme couleur de femme, femme couleur d'homme? Qu'est-ce que c'est que la question du saint homme?
qu'est-ce que c'est finalement que cette histoire de répartition entre un homme et une femme? Et puis, qu'est-ce que c'est justement une femme? Et évidemment, je m'arrête là-dessus, Calas, évidemment, eh ben, à ce moment-là, elle était, mais comme elle l'a dit, elle était déterminée, donc elle n'a pas cédé. 3 semaines après, elle donne un concert, je ne sais plus, enfin, en Amérique du Nord. Et puis, 1 mois après, elle chantait la Traviata de façon merveilleuse. Donc, de toute façon, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé à Rome, on ne sait pas. Enfin, c'est à Rome, c'est pas rien à Rome, hein, pour tout le monde. Mais il s'est passé quelque chose de particulier. Et ça me fait penser, puisque je vois mon ami Georges-Henri Melnotte, on ne s'est pas vu depuis longtemps, ça me fait penser effectivement au Moïse, hein, au Moïse de Michel-Ange, là. Et on en parlera, je pense, bientôt, si tu es d'accord, Georges, à Strasbourg, je crois que tu es d'accord, parce qu'évidemment, notre cher Sigmund, là, il passait, en 1913, il a passé 3 semaines, tous les jours, à traverser le Via Cavour pour aller à Saint-Père-Aulien pour être fasciné, là, on va être fasciné par quelque chose. Alors, on a chacun, sans doute, Georges-Henri, notre façon de voir les choses. Mais je ne sais pas si tu y allais, moi je suis allé voir les carrières où Michelangelo allait choisir ses marbres, c'est fantastique, c'est un paysage lunaire à Carrare, c'est extraordinaire, il passait un temps fou, il fallait 3, 4, 5, 6 jours, pour plus, il disait à un moment, il disait, c'est celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui-là, c'est ce marbre-là, et donc c'est celui-là qui ramenait. Bon, je m'arrête là-dessus pour laisser un peu de place pour discuter. Jean, merci beaucoup. Je rajoute quand même 2 informations. La première, c'est que Zoom, comme beaucoup en tout cas c'est mon cas, mais comme beaucoup de collègues, quel que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, on ne s'est pas posé la question de savoir si on pouvait faire des analyses par téléphone ou par visioconférence. Et on a été les premiers, en tous les cas en France, à faire des rencontres sur Zoom pour accompagner le séminaire de Jean Charmoil, pour accompagner le séminaire de Patrick Vallas. Mais il ne s'agit pas d'être précurseur dans le modernisme, qui pourrait être contemporain, et il s'agit plutôt d'être dans une forme de modernité et d'être avec sa subjectivité de son époque. Donc, des rencontres sur Zoom, oui. D'en poursuivre telles que celles qui sont aujourd'hui, oui, parce qu'elles sont apparues à travers les échanges. Mais la suite, c'est aussi de proposer et d'envisager des rendez-vous physiques. Ce qu'évoquait Jean Charmoil, c'est l'idée effectivement d'une rencontre physique à travers des personnes qui se posent ces questions, pas uniquement de l'art, mais en tous les cas, là pour le coup, la soirée qu'évoquait Jean, ce serait une question autour de la question artistique depuis Rome, et ça se passerait à Strasbourg. Pourquoi à Strasbourg? Parce que à Strasbourg, il y a quand même une femme dadaïste qui a mis Freud en mise en scène avec des marionnettes, c'est Sophie Teuber-Harp, et c'est une des 3 personnes qui ont construit un lieu qui s'appelle l'Aubette à Strasbourg en France. Voilà. Et notre collègue que citait Jean a la particularité d'avoir travaillé sur la question de Rome, de Moïse, et je trouverais ça intéressant effectivement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement de quelle manière la parole peut aussi exister sur les réseaux à travers Zoom si on est capable de l'ouvrir et à partir de questionnements qui apparaissent. Et des questionnements sont apparus sur la dimension artistique. Merci à tous les 4. Il y aura d'autres questionnements qui vont apparaître certainement à travers les gens qui nous suivent. Et la deuxième information que je voulais juste placer ici, il n'est pas impossible que de ces rendez-vous, donc de ce rendez-vous Imago, de ce rendez-vous Sicut Palea et de ce 3e sur la question du virus, on trouve la possibilité d'une publication papier. Voilà, mais on en trouvera également dans sa transmission avec beaucoup moins de prétention que l'édition des écrits, mais autre chose que simplement faire un livre pour un livre, comme exactement faire autre chose que prendre la parole pour la parole. Donc, il est 20h. Nos 2 heures sont écoulées en tous les cas sur vos 4 contributions. Ce n'était pas facile comme exercice et je trouvais que vous avez accepté de jouer l'équivoque et non pas sur une direction artistique. Et dans les équivoques sans direction artistique, il en ressort des choses. Je me garderai bien d'essayer de tisser des grandes lignes, si ce n'est de ce qui m'intéresse. Donc la question du corps, bien évidemment, ça c'est fondamental. Est-ce que des personnes souhaitent prendre la parole de manière libre? On peut aller jusqu'à quelle heure à peu près? Tu as une idée?
Si on veut garder l'enregistrement pour diffuser sur YouTube, je pense qu'on peut continuer jusqu'à 4 heures du matin. Je devrais avoir assez d'enregistrement disque dur. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on on ouvre les questionnements et on va voir de quelle manière, effectivement, le silence agit